je vais commencer. Donc, je ne sais pas si c'est trop fort. Enfin, bon. Donc, je vais commencer en discutant un peu la différence entre les réseaux de neurones qui ont des interactions symétriques et asymétriques. C'est peut-être un peu fort. OK. Alors, donc, symétrie ou asymétrie des interactions. Alors, en fait, les vrais neurones, ils ont des interactions asymétriques, et en particulier, cette asymétrie est importante pour apprendre des séquences temporelles. Donc, une séquence temporelle, donc c'est une suite d'images ou une suite de sons qu'on est capable de reconnaître. Et ce que je vais essayer de discuter aujourd'hui, c'est en quoi ces réseaux asymétriques diffèrent des réseaux symétriques. Donc, jusqu'à présent, on a vu des modèles avec des interactions symétriques, donc c'est jusqu'à présent. On a rencontré les modèles de systèmes ferro, verre de spin, modèle de Hopfield, et chaque fois, on avait des couplages entre les neurones ou entre les spins qui étaient symétriques. Alors, quand on a des interactions symétriques, on peut introduire une fonction énergie. Donc, quand les interactions sont symétriques, on peut avoir une fonction énergie. Donc, toute la physique statistique d'équilibre repose sur la connaissance de cette fonction énergie, somme sur IJ, entre voisins ou tous couplés entre eux, SI, SJ, moins somme sur I de HI, SI. Donc on a une fonction d'énergie et on sait beaucoup de choses. Par exemple, on sait, quand on est à température finie à l'équilibre, eh bien on a la fameuse mesure de Gibbs qui est que la probabilité de chaque configuration est donnée par E puissance moins E, l'énergie de la configuration divisée par Z. Donc tout ça, c'est des conséquences de l'équilibre. Ça, c'est la mesure de Gibbs. Et pour les systèmes comme les verres de spin ou les réseaux de neurones, les interactions symétriques conduisent à penser le système en termes d'un paysage avec beaucoup de minima, beaucoup de maxima, et c'est une façon qualitative, par exemple, de comprendre les propriétés dynamiques des verres de spin en disant le système va tomber dans une de ces vallées et puis va mettre du temps pour sortir de cette vallée et tomber dans une vallée plus profonde, etc. Alors, quand vous avez ces modèles avec des interactions symétriques, la dynamique qui est associée, enfin, on peut introduire une dynamique qui va, dans la limite des temps longs, converger, faire cette mesure de Gibbs, et on peut imaginer différentes dynamiques. Bon, la dynamique séquentielle, alors je mentionne tout ça pour les interactions symétriques parce que après on va voir en quoi c'est différent avec les interactions asymétriques. Et donc la dynamique séquentielle, qui s'appelle de Glauber, eh bien, elle consiste à dire à chaque instant, vous prenez un spin, donc on choisit un spin au hasard, et pendant l'instant delta t, à chaque pas de temps delta t, on choisit un spin au hasard et on l'actualise de la manière suivante. Si hi de t, c'est le champ ressenti par ce spin, donc ça va être simplement somme sur j des jj sj de t plus hi, donc c'est le champ ressenti à l'instant t, eh bien le spin à l'instant t plus delta t, donc on choisit les spins, on peut le choisir dans l'ordre, on peut les choisir en prenant un au hasard à chaque pas de temps, et donné par plus 1 ou moins 1 avec probabilité 1 plus tangente hyperbolique de bêta hi de t et sur 2, et puis probabilité
1 moins tangente hyperbolique de bêta hi de t sur 2. Donc ça, c'est la dynamique de Glauber. Cette dynamique, enfin, on l'a déjà rencontrée sans doute dans d'autres cours, elle vérifie ce qu'on appelle le bilan détaillé, et ça simplement implique directement le fait que si on attend très longtemps, le système va converger, la probabilité de trouver le système dans une configuration C va converger vers la mesure de Gibbs. Alors on peut imaginer également de faire une dynamique parallèle qui consisterait à actualiser tous les spins en même temps. Et bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail qui est un peu pas très important pour ce que je vais dire par la suite. Dans ce cas-là, la mesure vers laquelle on converge, ce n'est pas de Gibbs, mais c'est légèrement différent. Mais en fait, on la connaît, on n'a aucune difficulté à dire des choses dessus. Alors, pour terminer avec les systèmes avec des interactions symétriques, en fait, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt le cas où on est déterministe, c'est-à-dire quand on regarde cette dynamique, quand on est à température zéro. Donc à température zéro, eh bien, la tangente hyperbolique, ça correspond à bêta égale l'infini. À température zéro, eh bien, le système devient déterministe. Donc en fait, on a SI à l'instant t plus delta t égale le signe de HI de t. Alors ça, c'est pour la dynamique séquentielle ou pour la dynamique delta t, pour la dynamique séquentielle, mais malgré tout, elle a un côté encore stochastique parce qu'il y a le choix du spin qu'on va actualiser à chaque étape. Et si on prend la dynamique parallèle, eh bien, on a SI de t plus 1 égale, pareil, le signe de HI de t. Alors, ce qu'on peut montrer, sans trop de difficulté, c'est que quand on prend cette dynamique à température zéro, eh bien, pour la dynamique séquentielle, elle converge vers une configuration. Donc, elle converge vers un point fixe. Donc le système, on part de n'importe quelle configuration initiale, il évolue, et puis au bout d'un certain temps, il va s'arrêter. Alors comment on peut voir ça? Eh bien, on peut, dans le cas de la dynamique séquentielle, on regarde l'énergie d'une configuration à l'instant t plus delta t. Eh bien, ça va être, si j'ai actualisé le spin i, eh bien, ça va être moins hi à l'instant t fois la valeur du spin à l'instant t plus delta t moins la valeur du spin à l'instant t, hein, puisque c'est la seule chose qui aura changé dans l'énergie du système. Alors attendez, c'est E à l'instant, comment je l'ai noté, disons E à l'instant t plus delta t, moins E de t. Donc si je regarde la façon dont l'énergie a changé quand j'ai actualisé un seul spin, eh bien, il y a juste le terme dans l'énergie qui contient ce spin qui aura changé. Et vous voyez que comme SI c'est égal au signe, ceci peut s'écrire comme moins HI de t, valeur absolue, puisque ça c'est fois le signe, facteur de 1 moins SI de t plus delta t, facteur de SI de t. Donc, alors, ce que vous voyez, c'est que c'est moins un nombre positif, et le nombre qui est là, il vaut soit 0, soit 1, soit 0, soit 2, pardon. Et donc, cette énergie, mon énergie, dans le cas de la dynamique séquentielle, mon énergie diminue. Donc, vous avez une fonction décroissante qui ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs. Donc il y a un moment où elle converge, puisque le nombre de configurations est fini, il y a 2 puissance n configurations, donc une fonction décroissante qui ne prend qu'un nombre fini de valeurs, elle converge. Donc à partir d'un certain moment, ET ne bouge plus, et donc le système ne bouge plus. SI à l'instant t plus delta t est égal à SI de t, donc le système s'arrête sur un point fixe. Alors ce point fixe,
bien, vu en termes de ce paysage, ça va être un des minima qui est là, il peut y en avoir beaucoup. Le point fixe sur lequel on va tomber va dépendre en général de la condition initiale. Éventuellement, dans le cas de la dynamique séquentielle, ça va dépendre aussi de l'ordre dans lequel on a actualisé les spins. Alors, dans le cas de la dynamique parallèle, donc la dynamique parallèle, elle est là. Eh bien, un raisonnement du même genre, donc un raisonnement du même genre, en considérant une fonction d'énergie un peu différente. Donc, si vous considérez comme énergie à l'instant t moins somme de JJ SI de t SJ de t plus 1, et puis quelque chose avec donc, somme sur tous les I et tous les J. Donc la différence, c'est là qu'on a décalé I et I plus 1, moins somme sur I de HI SI de t plus SI de t plus 1. Donc c'est une fonction d'énergie un peu différente. Appelons-le E tilde. Eh bien, en faisant le même raisonnement, vous allez trouver que E tilde de t plus 1 moins E tilde de t est une fonction décroissante. Ça vaudra, enfin, donc je ne sais pas si je l'ai noté, sans doute. C'est égal, bon, exactement en faisant le même calcul, somme sur I de HI de t plus 1 moins SI de t plus 2 SI de t. Et la conclusion, donc, c'est simplement, si vous faites une dynamique parallèle, eh bien, le système va évoluer soit vers un point fixe, soit une période 2. Donc, au temps t plus 2, il sera le même qu'au temps t, parce que cette énergie, à nouveau, décroît, et à un moment, tous les termes de la somme doivent valoir 0. Bon, donc ça, c'est des choses qui sont bien connues. Alors, malgré tout, vous avez donc la possibilité d'avoir beaucoup de points fixes, par exemple pour la dynamique séquentielle, et dans les verres de spin, le calcul du nombre de points fixes est en soi un problème hautement, pas facile. Donc, le nombre de points fixes, dans la dynamique séquentielle ou dans la dynamique parallèle, il y aurait des points fixes ou des périodes 2. Mais disons, quand on prend la dynamique séquentielle, le nombre de points fixes, par exemple pour les verres de spin, eh bien, en général, il est exponentiel dans la taille du système. Donc il y a énormément de points fixes. Les premiers à avoir calculé ces points fixes, par exemple pour le modèle de Sherrington-Kirkpatrick, c'est Bray et Moore. Bray et Moore, au début des années 80. Alors, il y a un grand nombre de points fixes, mais le nombre, alors appelons par exemple grand N, c'est le nombre de points fixes de la dynamique. Quand on part de cette configuration, on y reste indéfiniment à température 0. Il y a beaucoup de points fixes, mais ce nombre de points fixes qui est exponentiellement grand, eh bien, il a une propriété qui ressemble beaucoup à la fonction de partition des systèmes désordonnés, c'est-à-dire que la moyenne, le nombre de points fixes moyennés sur le désordre, le désordre étant le choix des couplages, est beaucoup plus grand, en général, que le nombre typique. Donc, si vous prenez un échantillon quelconque, vous allez avoir un grand nombre de points fixes, mais ce nombre va être, si vous calculez la moyenne, ce sera différent. Alors, juste je mentionne comme ça, c'est que, en général, le nombre typique, c'est vraiment compliqué. Il faut mettre en œuvre des méthodes de réplique avec éventuellement brisure de symétrie des répliques. On peut se poser aussi des questions de, pas uniquement quel est le nombre de points fixes,
quelle est l'énergie de ces points fixes, un peu c'est une façon d'explorer un peu le paysage que je dessinais tout à l'heure, c'est-à-dire, bon, il y a des minima, maintenant, combien le nombre de minima, comment le nombre de minima dépend de la hauteur en énergie. Donc il y a toutes sortes de questions que les gens se sont posées et qui ont été calculées. Alors juste, je mentionne un petit travail qu'on avait fait avec Elisabeth Gardner, dont j'ai parlé la dernière fois. Et on avait calculé juste pour des verres de spin à une dimension, donc juste un réseau unidimensionnel, disons avec des couplages gaussiens. En fait, ça ne dépendait pas vraiment du type de couplage aléatoire. Et on avait trouvé que le nombre moyen augmentait comme 4 sur pi à la puissance n, alors que le nombre typique, bon, c'est un des rares cas où on sait tout calculer, qui était 2 puissance n sur 3. Donc dans tous les cas, ça augmentait exponentiellement avec la taille du système, mais bon, le nombre typique, bon, enfin, si vous mettez des nombres, ce n'est pas exactement le même, donc cette croissance exponentielle est plus grande que l'autre. Bon. Alors, tout ça, c'est ce qui se passe quand les interactions sont symétriques. Maintenant, quand on prend des interactions asymétriques, et en fait, ce dont vraiment je veux parler aujourd'hui, interaction asymétrique. Donc très tôt, dans la théorie des réseaux de neurones, les gens se sont posé la question de ce qui se passait quand il y a des interactions asymétriques. Alors la première chose, c'est qu'il n'y a plus d'énergie. L'énergie, cette fonction énergie qui nous permettait de dire qu'elle décroît et qu'on va tomber sur un point fixe, eh bien, ça n'existe plus. La mesure de Gibbs, elle n'est plus là non plus. Et en fait, pour ceux qui ont assisté à des cours sur les systèmes hors d'équilibre, tout le point de départ des systèmes hors d'équilibre, c'est qu'on ne connaît pas la mesure vers laquelle le système va. Enfin, on connaît peut-être mathématiquement des propriétés, mais pour faire des calculs, en général, on n'a pas, sauf quelques exceptions, on n'a pas la mesure limite que le système atteint quand on attend longtemps avec cette dynamique. Alors, si on regarde une dynamique de type parallèle, donc ce que je vais faire, je regarde une dynamique parallèle pour avoir quelque chose qui est vraiment déterministe, parce que dans le cas de la dynamique séquentielle, les choses peuvent dépendre de l'ordre dans lequel on a actualisé les spins. Eh bien, si on prend une dynamique T0 sans bruit et une dynamique parallèle, eh bien, essentiellement, cette dynamique, elle nous dit comment, si je suis dans une configuration, vers quelle configuration, à l'instant suivant, le système sera. Donc j'ai une certaine fonction qui va me dire comment ça évolue. Après, si vous prenez un modèle de réseau de neurones particulier, ça va vous spécifier cette fonction, et cette fonction, elle va dépendre du désordre en général. Si vous prenez des couplages asymétriques, des JJ un peu aléatoires, ça va dépendre du désordre. Alors, à quoi ressemble cette évolution ? Si je pense en termes de l'espace des phases, vous allez avoir un point de départ, puis le système va aller au bout d'un pas de temps dans une nouvelle configuration, au bout de 2 pas de temps, il va aller encore dans une autre configuration, et ainsi de suite. Vous allez avoir une trajectoire, et comme il y a un nombre fini de configurations, à partir d'un certain moment, le système va retomber sur une configuration qu'il a déjà occupée. Donc, la façon dont il faut penser à ce système, c'est une dynamique déterministe, c'est que n'importe quelle condition initiale va aboutir sur un cycle asymptotiquement. Le cas de la dynamique parallèle dont j'ai parlé tout à l'heure est un cas particulier de ce dont je parle. C'est le cas où la période ici serait 2. Le système ne peut pas éviter de faire des périodes 2 ou des points fixes. Mais dès que les interactions sont asymétriques, eh bien,
on a ce genre de trajectoire. Donc, les questions que vous pouvez vous poser, c'est du genre quel est le nombre d'attracteurs? Quelles sont les périodes typiques que vous allez observer? Quelle est la taille du bassin d'attraction? Et en particulier, quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans le cas des verres de spin, c'est qu'on va considérer que chaque attracteur a un poids, W alpha. W alpha, c'est le poids de l'attracteur alpha. Et ce poids, c'est simplement la chance que j'ai de tomber dessus si je prends une condition initiale aléatoire. Donc c'est la taille du bassin d'attraction divisé par 2 puissance n, si j'ai 2 puissance n spin, par le volume total de l'espace des phases. Donc c'est simplement la probabilité qu'une condition initiale tombe sur l'attracteur, un attracteur alpha. Et donc l'image que l'on peut avoir, c'est qu'on a ce genre d'évolution, et si vous regardez toutes les configurations, donc l'ensemble de l'espace des phases, eh bien, donc, imaginons que ça, c'est toutes les configurations possibles. Bien sûr, ce n'est pas facile à dessiner, mais il va y avoir un bassin d'attraction ici, avec mon attracteur. Donc, je pars d'une configuration dans ce bassin d'attraction, et elle va finir par aboutir sur un attracteur. Une autre configuration bien, va tomber là-dessus aussi, une troisième, etc. Donc, ça, c'est toutes les configurations qui aboutissent sur un attracteur, et puis il y aura un autre attracteur ailleurs, et ainsi de suite. Et donc mon espace des phases, il va se décomposer en bassin d'attraction de beaucoup d'attracteurs, et le poids W alpha dont j'ai parlé, c'est finalement la taille de ce bassin d'attraction, et donc on peut se demander, est-ce que cette dynamique déterministe a beaucoup d'attracteurs, peu d'attracteurs? Est-ce que tous les bassins d'attraction sont de même taille? Est-ce qu'il y en a des très grands, des très petits? Et là, on commence à retrouver un peu les idées qu'on avait dans les théories des verres de spin. En particulier, on verra un peu plus tard qu'on peut s'intéresser à des quantités comme Y2, qui est la somme sur alpha des W alpha carré, ou YP, qui est la somme sur alpha des W alpha puissance P. Et ça, c'est simplement la probabilité que je prenne 2 conditions initiales et que ces 2 conditions initiales aboutissent sur le même attracteur. Et ça, j'en prends P, que les P soient dans le même attracteur. Et ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est que les statistiques de ces quantités-là vont dépendre du désordre et ont des statistiques très proches de celles qu'on a vues dans le cadre des verres de spin et dans le cadre de la théorie de Parisi, sauf que dans le cas présent, soit il y a des modèles simples, on sait le calculer explicitement, soit il y a des modèles un tout petit peu plus compliqués où on ne sait pas du tout comment c'est le calcul. C'est-à-dire on n'a même pas l'équivalent de la méthode des répliques. Alors, une des propriétés de ces systèmes avec des interactions asymétriques, c'est qu'elles peuvent, que la dynamique peut engendrer du chaos. Donc le chaos, je le mets entre guillemets, le chaos est possible. Alors pourquoi je le mets entre guillemets? Parce que, bien, vous voyez que asymptotiquement, de toute façon, c'est périodique. Mais enfin, si vous avez quelque chose qui est périodique, dont la période est extrêmement longue, ça va vous donner l'impression que c'est chaotique. Donc c'est pour ça que je mets des guillemets, parce que asymptotiquement, c'est toujours une période, mais parfois la période peut être très longue. Donc comment ce chaos va se manifester? Il va se manifester soit par des périodes très longues. Donc ce que j'entends par très longue, ça veut dire des périodes
donc je vais dire T alpha, c'est la période de l'attracteur alpha, période de l'attracteur alpha, et très longue, ça va être des périodes T alpha qui sont et puissance n fois quelque chose. Ou alors, une autre façon de penser au chaos, qui est qui est empruntée aussi à ce qu'on connaît dans la théorie des systèmes dynamiques, c'est de se dire, prenons deux configurations proches, C0 et C'0 proches, et est-ce qu'elles ont tendance à s'écarter dans l'espace des phases? Parce que, par exemple, si je les prends proches, est-ce qu'asymptotiquement, elles vont déjà se retrouver dans le même bassin et plus ou moins synchronisées l'une avec l'autre, ou bien elles vont se trouver à des endroits très différents de l'attracteur, si l'attracteur est très long, ou est-ce que, si elles sont proches, l'une peut être dans un bassin et l'autre peut être dans un autre? Donc c'est ce genre de question. Est-ce que deux configurations proches ont tendance à s'écarter? Donc c'est ce genre de propriété qu'on va être capable de calculer assez facilement. Par contre, pour la plupart des modèles, le calcul des périodes, en fait, il est inexistant. Il y a des approximations qui existent, mais il n'y a pas vraiment une théorie pour des périodes en général. Alors, donc, cette idée-là de prendre des configurations proches, elle rappelle ce que l'on connaît dans la théorie des systèmes dynamiques, c'est que quand on prend deux points très proches, deux conditions initiales très proches, eh bien, si elles s'écartent, la façon dont elles s'écartent, c'est gouverné par ce qu'on appelle l'exposant de Lyapunov. Si elles s'écartent, c'est une indication, enfin, c'est vraiment une définition du chaos. Alors ici, on va essayer de prendre des configurations proches. Et donc maintenant, un peu après ces généralités, j'en viens à un calcul qu'on peut faire, qui est assez facile, qui va montrer que des réseaux asymétriques dilués ont du chaos. Alors chaos dans les réseaux asymétriques dilués. C'est un cas où le calcul est assez élémentaire et ressemble à des calculs qu'on a fait la dernière fois aussi. Donc, le système auquel le réseau asymétrique dilué que j'ai en tête, c'est de dire on a une dynamique parallèle et chaque site SI de t est égal, à l'instant t plus 1, prend le signe de somme. Alors ici je mets n égale 1 à k de ji virgule jn de i. Bon, je vais juste expliquer cette notation, mais elle n'est pas très compliquée. Jn de i plus hi. Donc l'idée c'est la suivante. Donc c'est cette dynamique dans laquelle je pense. Ces couplages, ils sont des variables gelées. Les hi aussi sont des variables gelées. Et l'idée, c'est la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire un réseau asymétrique dilué? C'est que vous avez le site I, et ce site I, il reçoit des entrées de K autres sites, J1, J1 de I et JK de I. Donc c'est comme un neurone qui recevrait des entrées de K autres neurones. Bon, c'est un cas simplifié, mais en fait, on peut le compliquer sans trop de difficultés, où chaque neurone reçoit des entrées de K autres neurones, J1, J2, JK, et puis il fonctionne comme un verre de spin habituel. Et le point, c'est que le système est dilué, donc le K est fixé, et on prend un système très grand,
d'une part, et la symétrie provient du fait que eh bien, si un neurone reçoit une entrée d'un autre, ben, l'inverse n'est pas forcément vrai, c'est-à-dire que le neurone qui est en haut là, ne reçoit pas d'entrée du site I. Alors ça simplifie énormément les calculs et d'une certaine manière, c'est un petit peu plus réaliste pour des réseaux de neurones, puisque comme on l'a vu, en fait, les synapses ne sont pas symétriques. Alors voilà, donc on s'intéresse à cette évolution. Et maintenant, imaginons qu'on parte avec une autre configuration qui va évoluer exactement de la même façon. N égale 1 à K de JI, JN de I, donc les mêmes interactions, et puis S tilde, JN de I plus HI. Donc je prends deux configurations, et ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'il arrive à ces deux configurations. Est-ce qu'elles ont tendance à se rejoindre, ou est-ce qu'elles ont tendance à s'écarter? Et si elles s'écartent, on dira que le système est chaotique. Alors, ce calcul, en fait, est assez facile. Je vais expliquer comment on le fait. Donc, je suppose qu'on a un système avec des interactions aléatoires, comme on l'a vu dans les verres de spin ou dans les réseaux de neurones. Donc on va supposer que les couplages, les JJ sont gaussiens, avec une distribution et puissance moins JJ carré sur 2J2. Je ne mets pas les racines de pi et tout ce qu'il y a devant, et que les HI sont gaussiens avec une distribution et puissance HI carré sur 2J2. Et maintenant, je m'intéresse à un spin I, et donc le spin I, il a K entrées, le spin I a K entrées, et parmi ces entrées, il va y en avoir certaines qui vont être identiques entre les deux configurations, et certaines qui vont être différentes entre les deux configurations. Donc il va y avoir P neurones, ou P entrées, si vous voulez, telles que SI ou SJ est égal à moins SJ, donc moins SJ tilde. Donc ça, c'est les sites, quand je regarde toutes les entrées, il y a certaines entrées pour lesquelles les deux configurations sont différentes et d'autres pour lesquelles c'est les mêmes. Et il y a N-P entrées telles que SJ égale SJ tilde. Puisque si on prend des variables qui prennent des valeurs plus 1 ou moins 1, et donc supposons qu'on est dans cette situation, on a un spin I, il a ses entrées, certaines sont les mêmes, d'autres sont différentes, et maintenant vous pouvez vous poser la question, quelle est la probabilité que SI à l'instant t plus 1 est différent de SI à SI tilde. Donc je compare mes deux configurations qui évoluent avec la même dynamique, et je me pose cette question. Bon, alors en fait, le résultat, il vaut la chose suivante. Il vaut 2 sur pi, arc tangente. Bon, c'est un calcul, je vais juste expliquer comment il sort, ce calcul. H sur J au carré plus K moins P. Donc, si j'ai deux configurations qui ont comme entrée pour du site I, P entrées différentes et N moins P entrées, pardon, K moins P, excusez-moi, c'est K moins P. K moins P entrées identiques, la probabilité que le spin ici soit différent est donnée par cette formule. Cette formule, elle est facile à obtenir. Elle consiste à dire, regardons cette somme, tous les couplages sont gaussiens, H est gaussien, donc cette somme, c'est une somme de gaussiennes, c'est des gaussiennes, et je peux écrire
SI à l'instant t plus 1 qui va être le signe de A plus B et SI tilde, le t plus 1, qui va être le signe de A moins B. Donc il y aura certains, quand je vais comparer les entrées de SI et SI tilde, eh bien, il y aura certaines entrées qui seront les mêmes et d'autres entrées qui sont différentes. Je fais la somme de tous ceux qui sont les mêmes, ça va me donner une variable gaussienne A. B, ça va être ceux qui sont différents. Et maintenant, comme je sais combien il y a de termes dans A et dans B, je connais la variance de A et de B, donc j'ai plus qu'à, connaissant la variance de A et de B qu'on peut reconnaître à peu près ici, eh bien, j'ai plus qu'à savoir quelle est la probabilité que si j'ai deux nombres gaussiens dont les variances sont connues, eh bien, le résultat du signe est différent. Donc c'est ça, quand vous faites le calcul, vous tombez là-dessus. Bon. Donc, bon, j'ai cette formule, il ne faut pas en avoir trop peur. Et donc ça me dit ce qui se passe quand un spin a P entrées différentes et K-P entrées identiques. Donc, une fois que j'ai dit ça, eh bien, je peux regarder ce qui se passe pour tous les spins. Et donc, je vais définir la distance entre mes deux configurations comme, en fait, la fraction de spins qui sont différents entre le nombre de I tel que SI est différent de SI tilde, divisé par le nombre total. C'est-à-dire, on peut écrire ça comme une formule 1 sur 2n, somme sur I de 1 moins SI, de 1 moins SI tilde fois SI. À l'instant t, si je calcule ceci, quand les spins sont identiques, ça vaut 0. Quand ils sont différents, ça donne 2. Et donc, ça me donne la distance. Et maintenant, comme je sais ce qui se passe pour chacun des spins, je peux trouver l'évolution de la distance, l'évolution de cette distance au cours du temps. Et on arrive à une formule que j'écris qui n'est pas très compliquée. Enfin, c'est d de t plus 1 égale somme de p égale 0 à k de d puissance p 1 moins d puissance 1, enfin c'est d de t, pardon. Je vais l'écrire mieux. d de t puissance p fois 1 moins d de t puissance k moins p. Bon, il y a un facteur combinatoire, k factoriel sur p factoriel, k moins p factoriel, fois ce nombre qui est là, fois 2 sur pi, arc tangente de ce qui est là-haut. Racine de p sur h2 plus j2 plus k moins p. Alors, ce qui se passe, c'est que, bon, c'est évident que si je pars avec une distance qui est rigoureusement 0, si tous les spins sont identiques, la distance va rester 0 indéfiniment. Maintenant, si je pars d'une petite distance, eh bien, il y a deux choses qui peuvent se produire. Ou bien asymptotiquement, donc, si d de 0 est petit, si d de 0 est très petit devant 1, eh bien, il peut se passer deux possibilités. Soit d de t tend vers 0, c'est la phase, ce qu'on appelle la phase gelée, c'est-à-dire je suis parti de deux configurations, et finalement, deux configurations convergent vers leur distance tend vers 0. Pourquoi on appelle ça gelé? On pourrait par exemple imaginer que vous prenez deux configurations initiales qui sont une configuration à l'instant t et la configuration à l'instant t plus 1. Donc deux configurations consécutives, et leur distance va tendre
vers 0, ce qui veut dire que le système va s'arrêter essentiellement. Il y aura peut-être très localement quelques spins qui bougeront un petit peu, mais la distance tendra vers 0, c'est la phase gelée. Et puis, soit d de t tend vers une distance qui est le point fixe de cette formule, hein, bon, peu importe cette formule le détail, et à ce moment-là, c'est la phase chaotique, c'est-à-dire on est parti de deux configurations proches, et elles ont tendance à s'éloigner. Elles s'éloignent, mais la distance maximum, elle ne peut pas dépasser 1, donc elles s'éloignent, et à un moment, elles restent à une certaine distance, et c'est le point fixe de cette transformation. Bon, alors, il y a une autre façon de penser à la même chose, qui est de se poser la question, et qui aboutit à la même conclusion, à la même transition. Donc, en fait, la transition va se passer, peut-être je devrais l'écrire, si je prends la formule qui est là, et je dis que cette formule, cette expression-là, je dis que c'est phi de P, phi indice P, bien, la transition va se passer quand K phi indice 1 est plus grand et plus petit que 1, ce sera la phase gelée, et quand K phi indice 1 est plus grand que 1, ce sera la phase, chaotique. Alors, une autre façon d'y penser, c'est de se dire, prenons deux configurations qui sont identiques sauf un seul spin. Alors, je ne vais pas faire le calcul qui est assez simple, mais je prendrai quelques lignes. Mais donc, si on considère deux configurations, donc si on considère deux configurations, SI et SI tilde, qui diffèrent par un seul spin. Donc initialement, il y a juste une différence en un point. Bon, alors, la question, c'est quelle sera la différence au bout d'un pas de temps, au bout de deux pas de temps, etc. Alors, la différence au bout d'un pas de temps, eh bien, elle peut être 0. Par exemple, si la différence se trouve sur un spin qui n'est l'entrée de personne. Bon, bah, il sera différent, et puis au bout d'un pas de temps, ça sera oublié. Mais ce qu'on peut montrer, c'est que la probabilité qu'à l'instant 1, probabilité que les deux configurations diffèrent par m sit ou par n spin au temps 1, ben, ce PM, hein, je ne fais pas le calcul, mais il suffit de regarder les entrées de chacun des sites, c'est donné par 1 sur m factoriel k phi 1 puissance m et puissance moins k phi 1. Et ça, c'est ce qu'on appelle un processus de Galton-Watson. Donc vous avez une petite différence à un endroit, et puis cette différence, eh ben, peut-être qu'elle va mourir, il y a une probabilité que m vaille 0, ou bien il y a une probabilité qu'elle ait donné naissance à m différences qui elles-mêmes vont se répercuter, etc. Donc ça, ce genre de modèle, c'est très familier aux gens, par exemple, qui regardent comment une épidémie peut se propager. Ben, chaque individu a une probabilité PM de rendre malade M autres individus. Donc c'est ce qu'on appelle le processus de Galton-Watson. Si on pense à cette différence comme étant, par exemple, le nombre d'individus qui sont infectés. Et en fait, je pense que beaucoup de gens doivent le savoir ici, mais le Galton-Watson, en fait, il se posait la question au XIXe siècle, donc ces deux
C'est deux scientifiques en fait britanniques, hein, je ne vais pas remonter dans leur histoire, mais la question qui se posait, c'était les noms des familles anglaises. Et donc ils disaient, voilà, chaque individu, chaque homme, puisque ça se transmettait par les hommes, eh bien, chaque homme a une probabilité PM d'avoir M descendants. Et la question, c'est de savoir est-ce que le nom de cette famille va avoir tendance à se propager ou au contraire va avoir tendance à disparaître. Et c'est exactement la même question qu'on se pose ici. Et bon, après, il y a la question de ce qu'on prend pour ce PM. Et donc, c'est quelque chose qui est bien connu. Donc, en fait, quand les interactions sont asymétriques. La symétrie ici, elle vient essentiellement du fait que quand un site reçoit une information d'un autre site, ben, la réciproque n'est pas vraie. Donc, pour des réseaux asymétriques, d'une certaine manière, on peut calculer l'évolution de cette distance, au moins pour les physiciens, parce que, en fait, quand j'ai fait ce calcul en supposant que toutes les entrées d'un site sont non corrélées. Et ça, donc vous avez un site, vous avez les sites qui l'influencent. Les sites qui l'influencent, ils ont eux-mêmes les sites qui les influençaient à l'instant précédent. Et donc, si vous remontez un peu jusqu'à la condition initiale, vous avez un arbre avec k puissance t points dans cet arbre. Et tant que cet arbre est tel que les entrées sont toutes différentes, bon, ben, le calcul que j'ai fait, il marche très bien. Mais ça ne va pas se passer indéfiniment. Si le temps devient très long, eh bien, à un moment, cet arbre va commencer à avoir des branches qui se superposent, en fait. Il va commencer à y avoir des boucles. Et donc, le calcul que j'ai fait, lui, il ne prend pas en compte ces boucles. Mais malgré tout, la distance a eu le temps de converger vers quelque chose. Donc on peut se dire que si elle a convergé vers quelque chose, elle va rester à cette valeur indéfiniment, et donc ce n'est pas très grave d'avoir pris un temps très long, bien qu'il commence à y avoir des boucles. Mais cette question des boucles, elle est présente tout le temps dans tous ces problèmes reliés au verre de spin. Bon. Alors maintenant j'en viens à un cas un peu particulier de ces réseaux asymétriques, qui est le réseau de Hopfield dilué, pour lequel on peut faire des calculs tout à fait semblables. Donc c'est... toujours avec des interactions asymétriques. Donc c'est toujours la même idée. Vous avez un site I et il reçoit des entrées de K autres sites, ou K autres neurones, si vous voulez, et toujours avec la même dynamique, qui est que SI de T plus 1 va être donné par... Bon, je prends le cas où il n'y a pas de champ, signe de somme sur J, donc... Bon, les J de JJ, donc J égale 1 à K, c'est ces entrées, hein, c'est des JI de N, bon, peu importe, donc de SJ de T. Donc ce que je veux dire par là, c'est que chaque site a K entrées et que je somme sur ces K entrées. Et si je prends un autre site, il y aura d'autres entrées. Alors, dans le cadre du modèle de Hopfield, eh bien, les couplages, ils valent somme de mu égale 1 à P de xi I mu, xi J mu. Donc ça, c'est quand on veut stocker mu compris égale 1 à P, on veut stocker P images. Alors, bon, bah, d'une certaine manière, on va être toujours... enfin, dans le modèle de Hopfield, on introduit l'overlap, enfin, le recouvrement de la configuration qu'on est en train de suivre avec une des images. Donc on définit mu égale somme sur I de SI xi mu.
1 sur n. Donc ça veut dire que quand mu égale 1, on est tout près de l'image qu'on veut stocker. Quand mu égale 0, on est complètement décorrélé. Et donc, on peut rentrer ceci là-dedans et essayer de voir ce que ça donne quand le nombre d'images est grand et quand le nombre d'entrées est grand. Et donc ici, il va y avoir, quand k est grand, il va y avoir une somme de beaucoup de termes, de termes aléatoires, et il y aura un particulier, quand je vais m'intéresser aux projections sur l'image mu, il va y avoir un terme particulier qui va être dans le couplage, le terme mu égale, enfin, appelons ça nu, si vous voulez, le terme nu égale mu, et puis les autres nus vont contribuer de manière différente. Donc, le résultat, quand vous cherchez l'évolution de ce mu, je vais l'écrire. Vous tombez sur m mu à l'instant t plus 1 égale somme, bon, il y a 1 sur n, somme sur i de xi i mu fois la valeur du spin, donc le signe de somme de n égale 1 à k, somme de nu égale 1 à p, donc ça c'est les couplages, xi i nu, xi j nu, fois sj de t. C'est essentiellement ça. Et dans cette somme, ce qui va se passer, c'est que, à cause de ce terme-là, le nu qui vaut mu, il va prendre une valeur particulière. Donc vous faites un peu ce calcul. Et puis après, il y aura beaucoup d'autres termes qui vont en gros donner une gaussienne. Donc le résultat, je l'écris directement, c'est que m, c'est un calcul qui prend deux lignes aussi, qui n'est pas très intéressant à faire, eh bien ça va être intégrale dz sur racine de 2pi et puissance moins z2 sur 2 fois signe de m mu de t moins alpha moins racine de alpha z, voilà, moins l'infini à plus l'infini. Donc l'origine est relativement facile à comprendre quand on fait le calcul, c'est que quand je fais cette somme, il y a le terme mu qui va se sortir, et puis il y a toutes les autres images qui vont donner des contributions aléatoires et qui, quand le système, quand k devient grand, bien sûr beaucoup plus petit que n, et puis que p est égal à k fois alpha, eh bien, on tombe sur cette formule. Donc, on a une évolution déterministe, si vous voulez, de cette distance avec les images. Donc, on est parti avec ces couplages de Hopfield, on laisse évoluer le système. Si on part avec une certaine projection sur une des images, les formules seraient un tout petit peu plus compliquées si k n'était pas grand et p était fixé. Bon, il y aurait des factoriels et des choses un peu compliquées, mais quand k est grand et p est égal à k alpha, on a une formule explicite, et cette formule permet d'être analysée, et on trouve qu'il y a une valeur critique qui vaut 2 sur pi. Si alpha est plus petit que alpha c, eh bien mu tend vers mu étoile, donc le système se rappelle à un attracteur qui a un recouvrement avec l'image que l'on voulait stocker, et puis si alpha est plus grand que alpha c, mu tend vers 0. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'attracteur à l'endroit où on voulait avoir un attracteur. Donc ça, c'est cette formule. Et on peut faire répéter, alors je ne vais pas non plus refaire le calcul précisément, mais on peut se poser la question. Donc l'image qu'on a, c'est que, d'une certaine manière, quand alpha
quand alpha est plus petit que alpha c, donc si alpha est plus petit que alpha c, on a notre espace des phases, et puis ici, on a les xi qu'on voulait stocker. Et ce qui se passe, c'est que, oui, il y a un attracteur, mais cet attracteur, il va donner des configurations qui sont pas exactement dessus, qui sont à cette valeur m étoile. Donc l'image aura été stockée, mais avec un peu d'erreur, et le m étoile me donne la distance entre ce que j'ai voulu stocker comme image et l'image et l'attracteur, donc vers quoi la dynamique me pousse. Donc voilà, il va y avoir des choses comme ça. Et on pourrait refaire des calculs un peu comme dans le modèle de Hopfield. Il va y avoir aussi des tas d'attracteurs supplémentaires qui sont spurieux pour cette dynamique. Alors une chose qui est intéressante, à mon sens, c'est que là j'ai regardé l'évolution d'une configuration, mais je peux me poser la question de prendre deux configurations de départ. Donc, imaginons que j'ai un attracteur. Donc, je vais agrandir, je vais prendre un de ces attracteurs ici. Et puis, ici, c'est le xi, c'est ce que j'avais envie de stocker. Quand je fais ma dynamique, je tombe sur un point qui est là. Enfin, quand je mesure la distance par rapport à l'image que j'ai voulu stocker, je trouve là. Mais enfin, il y a beaucoup de points ici. Et on peut se demander, si je pars avec une autre condition initiale qui est dans ce bassin d'attraction, où est-ce qu'elle aboutit? Et elle aboutit pas au même endroit. Si je prends deux configurations, elles ne vont pas être au même endroit. Elles vont être à une certaine distance les unes des autres. Et on peut faire ce calcul, c'est peut-être pas la peine que j'écrive la formule parce qu'elle n'a pas un intérêt particulier, mais ce qu'on peut voir, c'est que cette distance entre vers quoi le système converge et l'image qu'on a voulu stocker, eh bien, pour alpha petit, il y a le alpha qui apparaît dans ces formules, cette distance, elle est d'ordre e puissance moins 1 sur 2 alpha. Donc ça veut dire que c'est quand même très proche, mais c'est une certaine distance. Et après, si je prends deux configurations différentes qui essayent de viser cette image, eh bien, leur distance relative, donc ça va être e puissance moins 1 sur alpha. Donc beaucoup plus petit. Mais malgré tout, c'est chaotique. Donc vous avez un système qui évolue, vous avez voulu stocker ce xi, vous trouvez que la dynamique vous amène quelque part qui est assez proche, si alpha est petit, mais c'est proche, mais ça bouge tout le temps. C'est tout le temps chaotique. Et ça, vous n'avez pas du tout ça dans des réseaux de Hopfield comme ceux qu'on a vus la dernière fois, puisque là, les interactions étaient symétriques, et donc il n'y avait pas de période. Et donc on peut essayer de caractériser la taille de cette région en prenant deux configurations, plusieurs configurations. Par contre, le calcul de la période, puisque après tout c'est des spins, donc d'une certaine manière, même si ça bouge beaucoup, comme les spins, il y a 2 puissance n configurations, asymptotiquement ça va toujours être une période. Quelle est la période? Et ça, calculer les périodes pour ce type de système, eh bien, à mon sens, on ne sait pas le faire. Il n'y a pas une théorie pour calculer ces périodes, et personnellement, je serais très intéressé par une théorie qui les donne. Bon, donc je n'ai pas écrit l'évolution de la distance entre deux configurations, mais c'est un calcul toujours du même genre, c'est-à-dire qu'il va y avoir dans cette somme des termes qui sont les mêmes pour les deux configurations, des termes qui sont différents, et puis on va trouver comme ça l'évolution de cette distance. Donc, je trouve quand même assez étonnant, enfin, assez joli que pour des modèles aussi simples, on ait cette richesse. C'est-à-dire, d'une part, l'apprentissage n'est pas parfait, et d'autre part, la dynamique est chaotique. Et cette dynamique chaotique, elle se retrouve dans beaucoup d'autres réseaux de neurones, je crois dans les réseaux réels, et aussi dans beaucoup d'autres modèles. Donc, ce n'est pas du tout particulier à ce modèle. Bon, alors la dernière partie de ce cours, je vais parler d'un autre problème, en fait, qui est encore plus simple que cela, qui s'appelle le modèle de Kaufmann.
qui date des années 69. Et Kaufmann, c'est un... au départ, sa formation, c'est un médecin. Et donc, la question qui se posait, c'est celle de la différenciation cellulaire. Et donc, le point, c'est que si on prend les cellules vivantes, comme celle chez l'homme, il y a à peu près 10 puissance 6 gènes sur l'ADN. Donc il y a tout ce nombre de gènes. Et maintenant, on pourrait imaginer que qu'est-ce qui va caractériser une cellule, c'est quels sont les gènes qui sont exprimés et ceux qui ne sont pas exprimés. Donc le calcul le plus naïf consisterait à dire qu'il y a 2 puissance n, ça c'est le nombre de gènes. Chaque gène pourrait être exprimé ou pas exprimé, donc il y aurait 2 puissance n, 2 puissance n possibilités. Donc c'est des nombres absolument astronomiques. Mais par contre, le nombre de types cellulaires, c'est de l'ordre de 1000 à peu près. Hein. Donc, il a essayé de faire un modèle pour essayer d'expliquer comment ces gènes interagissent entre eux, de façon à ce que finalement il n'y ait pas tellement de types cellulaires. Et son idée, bon, on va tomber sur un modèle qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu auparavant, ça consiste à dire que le gène numéro I, il est exprimé si ça vaut 1. Donc je vais mettre actif, passif. Bon, ça pourrait être ou 0 s'il est passif, si vous voulez. Donc vous voyez que ça commence à beaucoup ressembler à ce qu'on a vu auparavant. Et maintenant, la dynamique qu'il considère, c'est de dire que l'activité d'un gène à l'instant t plus 1 va être une fonction fi de sj1 de i de t, etc. sjk de t. Donc, c'est exactement la même architecture que ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Chaque gène reçoit des informations de k autres gènes et va décider ce qu'il fait avec une fonction fi. Et fi, ça s'appelle une fonction booléenne de k entrées. Donc, après, les FI, on peut prendre ce qu'on veut. Ce qu'on a vu jusqu'à présent pour les réseaux de neurones, les spins asymétriques, etc., c'est des cas particuliers de ce modèle de Kaufmann. Bon, et vous pouvez imaginer que ceci va s'appliquer. Bon, ça peut être un modèle pour cette régulation des gènes. Ça peut être un modèle en sociologie, d'ailleurs, l'opinion que j'ai va dépendre des informations que j'ai reçues d'un certain nombre d'entrées. Ça peut être aussi des modèles d'écologie, puisque la présence d'une espèce va dépendre de la présence d'autres espèces à un endroit. Donc ça peut apparaître dans beaucoup de contextes. Et ce qu'avait fait Kaufmann, c'est de prendre le cas le plus simple, c'est-à-dire il a pris une fonction fi qui est une fonction booléenne aléatoire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction booléenne aléatoire de k entrées? Alors, en fait, des fonctions booléennes ayant k entrées, il y en a en tout 2 puissance k. C'est le nombre total de fonctions booléennes que vous pouvez imaginer. Pour s'en rendre compte, prenons k égale 2.
Et donc j'ai SJ1, SJ2, les deux entrées, et les valeurs possibles des entrées, c'est 0, les deux sont 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Et maintenant, la fonction ici, eh ben, elle va être quelque chose comme ça. Ça, c'est la fonction de ces deux entrées. Et vous voyez que sur chaque ligne, il peut y avoir un 1 ou un 0. Donc le nombre d'entrées ici, c'est 2 puissance k, s'il y a k entrées. Et maintenant, pour chaque entrée, je choisis un 1 ou un 0. Donc il y a 2 puissance k, 2 puissance k, fonction booléenne. Alors, pour ce modèle de Kaufmann, ce qu'avait fait Kaufmann, c'est qu'il avait fait des simulations. Je ne sais pas exactement comment il s'y est pris, parce qu'en 69, on n'avait pas du tout les mêmes ordinateurs qu'actuellement. Mais toujours est-il qu'il avait fait un calcul de ce genre. Il avait pris, pour les FI, des fonctions booléennes quelconques. Donc il avait pour chaque i, il avait choisi une de ces fonctions et laissé le système évoluer. Et il est arrivé à la conclusion que pour k égale 2, ben, les périodes sont assez petites. Donc on converge vers des petites périodes. Et pour k plus grand que 2, plus grand ou égal à 3, il trouvait des périodes très grandes. Et donc quand vous avez votre système, il évolue, il est déterministe, et il va atteindre certaines périodes. Alors, je vais vous dire tout de suite que le calcul de ces périodes, c'est un problème ouvert. C'est-à-dire que vous prenez k égale 3 et dites comment le nombre, la période des attracteurs augmente avec n, combien il y a d'attracteurs, etc. Et à ma connaissance, il n'y a pas de méthode. Il y a des approximations, j'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure, mais il n'y a pas de méthode pour ça. Pour calculer ces périodes. Alors, par contre, on peut calculer la distance, on peut écrire la formule pour les distances entre deux configurations, un peu comme je l'ai fait tout à l'heure, et le calcul de cette distance, il donne une formule qui est assez simple, qui est que la distance à un instant t plus 1 égale 1 demi de... Je vais expliquer d'où ça sort. Kn, donc ça c'est le binomial de dn à 1 moins d k moins n, ou bien qui est égal, c'est pareil, 1 demi de 1 moins 1 moins... Peut-être c'est plus facile de comprendre la deuxième ligne. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un spin va être différent? Il faut qu'il y ait au moins une de ces entrées qui soit différente. Ce qui se passe avec le réseau de Kaufmann, dès qu'il y a une entrée différente, il y a une chance 1/2 que la sortie soit la même ou la sortie soit différente. Donc la probabilité que toutes les entrées soient différentes, c'est donné par 1 moins d à la puissance k, et donc l'évolution de la distance est donnée par ça. Et ce que vous voyez, c'est que, une fois que vous analysez ce truc-là, c'est que pour k égale 2, la distance tend vers 0, asymptotiquement, et puis pour k plus grand que 2, la distance tend vers une valeur d étoile. Donc, en pensant à ce problème en termes de distance de configuration, eh bien, on arrive à, d'une certaine manière, avoir un argument qui explique ce qu'a observé Kaufmann. Par contre, calculer ces périodes, c'est quelque chose de difficile. Alors, calculer les périodes, calculer la taille des bassins d'attraction, calculer le nombre d'attracteurs, c'est quelque chose de difficile. Alors, certes, mais... et en fait, à ma connaissance, il y a pas mal de gens qui se sont intéressés à ça, entre autres, par exemple, Kadanoff, dans les années 90. Personnellement aussi, j'avais proposé une approximation pour calculer ces périodes. Il y a aussi des articles
de Batsola Parisi dans la fin des années 90. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens font des approximations, et ces approximations conduisent à un modèle qui est simple, pour lequel on peut résoudre. Mais on ne sait pas du tout, enfin à ma connaissance, c'est mon sentiment sur la question, c'est on a fait ces approximations, on trouve un modèle pour lequel on sait calculer les choses, mais on ne sait pas si ce qu'on obtient a été introduit par l'approximation qu'on a faite ou si c'est une réalité du problème. Et alors, toutes ces approximations, elles conduisent à dire que toutes les tailles des bassins, de ces bassins, toutes les statistiques, sont celles de ce qu'on appelle un mapping aléatoire, qui est quelque chose dont je vais parler maintenant, pour lequel tout se calcule, d'une part. Donc je ne vais pas faire tous les calculs, je vais juste montrer deux calculs qui sont reliés à ça. Et ce mapping aléatoire, il va montrer des propriétés qui ressemblent énormément à ce qu'on a vu dans les verres de spin, dans le modèle à énergie aléatoire ou dans la théorie de Parisi. C'est-à-dire des effets de non-auto-moyen-âge, des effets de quelques attracteurs qui vont dominer l'espace des phases et des choses comme ça. Donc le problème de mapping aléatoire, c'est celui-là. D'abord, il peut être vu comme K grand du modèle de Kaufmann. Et il est défini de la manière suivante. Vous avez une certaine dynamique gelée, et chaque configuration est donnée, l'évolution de chaque configuration donnée par une certaine fonction de la configuration à l'instant précédente. Et ce F est complètement aléatoire. C'est-à-dire, pour chaque C, on choisit F de C de manière uniforme. De manière uniforme. Et ça, c'est gelé. Hein. Une bonne fois pour toutes, vous choisissez une fonction F de C et vous la gardez et vous laissez le système évoluer avec ça. Et ça correspond au cas grand, où K est grand pour Kaufmann, parce que, en fait, quand K est grand, une toute petite différence fait que les deux configurations deviennent très différentes très rapidement. Voilà. Donc ça, c'est un système désordonné, parce que le F est aléatoire. Donc le F c'est un désordre gelé, à cette fonction. Et a priori, il va y avoir M configurations qui, si on pense en termes du modèle de Kaufmann, ça serait 2 puissance n. Donc on a 2 puissance n configurations, et pour chaque configuration, on a choisi là où elle va de manière uniforme. Alors, quelle est l'image qu'on peut avoir ? Eh bien, cette image, elle ressemble beaucoup à ce qu'on a vu pour les verres de spin. Il va y avoir un certain nombre d'attracteurs. Alpha, c'est le nombre d'attracteurs. Enfin, non, le numéro de l'attracteur. Numéro de l'attracteur alpha. Et il va y avoir un poids, W alpha, qui est, comme tout à l'heure, c'est-à-dire la taille du bassin d'attraction de alpha divisé par m. Donc, bassin d'attraction, attraction de alpha divisé par m. Donc ça, c'est la probabilité, si je prends une condition initiale quelconque, de tomber sur cet attracteur. Il va y avoir T alpha, la période de l'attracteur alpha. Et donc, l'image à laquelle on s'attend, c'est si je vous donne un certain f, eh bien, il va y avoir
la probabilité de tomber sur un attracteur alpha, il va y avoir la probabilité de tomber sur une période t, il va y avoir un t alpha 1 ici, un t alpha 2 là, t alpha 2, ça va être les périodes des différents attracteurs, donc quelque chose avec des pics delta, et la hauteur de chacun de ces pics, ce sera les W alpha. Donc il y aura des pics comme ça qui vont avoir lieu. Et ça ressemble énormément à l'image qu'on avait dans les vallées des vers de spin. Et maintenant, comme le F est aléatoire, on peut se dire qu'est-ce qui se passe quand quand je vais moyenner sur tous les F. Donc on peut essayer de faire une moyenne sur le désordre. Ça, ces calculs peuvent se faire. Alors je vais faire deux petits calculs de ce type. On va essayer de calculer pour ce problème quelle est la probabilité de tomber sur une période t. Donc je prends une condition initiale quelconque. Quelle est la probabilité de tomber sur une période grand T? Alors, si je pars d'une condition initiale quelconque, la trajectoire va être comme ça. À l'instant 0, ma configuration sera là, et puis elle va être ici au bout d'un pas de temps, etc. Au bout de taux pas de temps, elle sera ici, et puis à un certain moment, elle va continuer sa trajectoire, et puis à un moment, elle va retomber sur un site qu'elle a visité. Disons, une trajectoire à cette forme, et il y a deux points qui vont m'intéresser. Il y a ce temps-là, et puis ce temps-là, qui est le temps t plus grand t moins 1. Donc, grand t, c'est la période. Donc, il y a une certaine partie... pardon, c'est taux. Voilà, c'est taux, excusez-moi. Donc, il y a une espèce de partie transiente. Pendant un certain temps, j'évolue, et puis au bout d'un certain temps, ma trajectoire va arriver sur son attracteur. Et donc, je peux me poser la question, quelle est la probabilité de voir ceci? Et ça, ce calcul est facile. Il faut que le site 1 soit différent du site 0, donc c'est 1 moins 1 sur m. Que le site numéro 2 soit différent des deux premiers, donc c'est 1 moins 2 sur m, etc. Et puis, vous avez 1 moins t plus taux moins 1 sur m, facteur de 1 sur m. Donc ça, c'est la probabilité de voir ce que j'ai dessiné ici. Bon, le plus 1 ou moins 1, là, je pense qu'il est là, mais il n'a pas beaucoup d'importance. Et donc, si m est grand, vous avez ce produit, et ceci, ça ressemble à 1 sur m et puissance moins taux plus m au carré, moins taux plus grand t au carré sur 2 grand m. Parce que c'est un produit, vous prenez le log et vous ajoutez les choses dans le log. Bon. Et donc, voilà la probabilité de voir cette chose. Et maintenant, si vous voulez calculer la probabilité de la période, que la période va être t, eh bien, il suffit d'intégrer sur ce temps taux. Quand vous intégrez là-dessus, vous trouvez racine de 2 sur m, intégrale de t, bon, c'est une fonction erreur, à l'infini, et puissance moins y2 dy. Donc, vous trouvez que la période t est d'ordre racine de m. Bon, c'est-à-dire si m vaut 2 puissance n, vous avez une période qui est 2 puissance n sur 2. Bon, donc, qui est 2 puissance n sur 2. Bon, alors, en fait, ce calcul, c'est un calcul je pense qu'on fait, peut-être même dans les classes du primaire. Enfin, au moins, souvent, il arrive que des gens posent la question, vous avez une classe, et vous demandez
toutes les dates d'anniversaire des gens et vous posez la question quelle est la probabilité que 2 personnes dans une assemblée aient leur anniversaire le même jour, et vous tombez sur racine du nombre de jours de l'année. Et là, c'est un peu la même chose. En fait, essentiellement, on s'est posé des questions de visiter des sites différents pendant un certain temps. Donc, c'est vraiment ce calcul qui est la probabilité de trouver 2 personnes ayant le même anniversaire dans une salle. C'est racine du nombre de jours. Alors, de la même façon, ce genre de calcul est très ancien, hein, c'est dans les années 50, déjà les mathématiciens ont regardé ces choses-là. Le nombre d'attracteurs, je ne vais pas faire ce calcul qui lui aussi est relativement élémentaire, eh bien, ça augmente comme log de m sur 2, quand m est grand. Alors, le deuxième calcul que je vais faire, parce qu'il ressemble beaucoup à ce qui se passe pour les verres de spin, c'est la chose suivante, c'est de se dire, dans les verres de spin, on était intéressé par la taille des vallées, le poids des vallées, la taille des vallées, et vous pouvez vous poser la question suivante, c'est prenez 2 conditions initiales ou plus, et quelle est la probabilité? Donc je vais dire Y2, c'est la probabilité que 2 conditions initiales appartiennent au même attracteur. Et plus généralement, vous pouvez faire Y3, etc. Enfin, vous prendre un certain nombre de conditions initiales et regarder si elles sont dans le même attracteur. On avait vraiment rencontré précisément ce genre de choses dans le cadre des verres de spin. Alors, à quel dessin ça correspond si on en prend 2? Bien, vous allez avoir votre première trajectoire qui, au bout d'un certain temps, va revenir, va boucler, hein, parce que l'espace de phase est fini. Elle va le faire au bout d'un temps. Ici, je suis parti de temps 0. J'appelle T1-1, le dernier moment où on a vu une configuration différente de celle qu'on avait vue précédemment. Donc ça, c'est ce temps T1. Et puis, il va y avoir... Donc ça veut dire que, en fait, dans toute cette première trajectoire, il n'y aura eu que ces T1 configurations qui auront été visitées. Hein, la condition initiale. Et puis, l'autre, elle va visiter T2, et puis à T2, elle va rejoindre la trajectoire de la première, pour tomber sur le même bassin d'attraction. Elle peut le rejoindre ici, elle peut le rejoindre là. Quelle est la probabilité de ces choses? C'est relativement facile. C'est T1 carré, facteur de 1, T1 carré sur M carré, 1 moins 1 sur M, 1 moins 2 sur M, etc. 1 moins T1 plus T2 sur M. Et quand M est grand, ben, ça va donner à nouveau des gaussiennes. Ça donne T1 carré sur M carré sur M carré et puissance moins T1 plus T2 au carré sur 2M. Bon, et donc ça, c'est ce que j'ai envie d'appeler Y2. Et ce Y2, eh bien, si j'intègre sur T1 et T2, eh bien, ça va être la moyenne de Y2. Donc, si vous intégrez sur T1 et sur T2, vous trouvez que Y2 moyenné, c'est-à-dire moyenné sur le désordre, c'est-à-dire moyenné sur toutes les fonctions, ça vaut 2/3. Donc, c'est quand même assez étonnant. Vous prenez une évolution totalement aléatoire et vous avez 2 chances sur 3 que 2 configurations tombent sur le même attracteur. Ça veut dire qu'il y a des gros attracteurs qui dominent et puis beaucoup de petits... On a vu qu'il y a log m attracteurs, donc il y a beaucoup de petits attracteurs. Bon, alors on peut calculer comme ça. Je vous donne des formules. Je vais vous donner la formule générale qui correspond à faire toujours ce même calcul. Y3, bon.
on peut calculer y2 carré moins y2 moyen carré, comme ça a été fait dans les verres de spin, et on trouve 52 sur 105, toujours par ce genre de raisonnement, donc ce n'est pas la peine que je rentre dans les calculs. La chose importante, c'est que c'est différent de y2 moyen carré, exactement comme dans les verres de spin. C'est-à-dire, il n'y a pas d'auto-moyen-âge. Donc, dans les verres de spin, on avait un paysage compliqué. Dans le cas du modèle de Sherrington-Kirkpatrick, on avait des vallées avec des poids qui fluctuaient, des effets de non-auto-moyen-âge pour la fonction d'overlap. Ben ici, c'est la même chose. Vous avez un paysage d'attracteurs, et il y a quelques gros attracteurs qui dominent, et la structure de ces bassins d'attraction fluctue d'un système à l'autre, d'une réalisation du désordre à l'autre. Alors, juste pour faire le lien avec des choses que j'avais dites, en particulier lors du 4e cours, c'est que dans les verres de spin, toutes ces quantités, on les a déjà vues, donc c'était les YP, pardon, qui sont donc la somme sur toutes les vallées de P quand on moyenne. Ben, ceci, ça valait gamma de P moins mu divisé par gamma de 1 moins mu 1 sur gamma de P. Donc ça, c'était pour les verres de spin, où mu dépendait de l'overlap. Enfin, dans le cas des verres de spin, on se donnait un overlap grand Q, et on disait, on va définir comme vallée, deux configurations seront dans la même vallée si elles ont un overlap supérieur à ce Q. Ça dépend du champ magnétique, de la température, mais ce qui ressortait de la théorie de Parisis, c'est ce genre de formule. Pour le REM, le modèle à énergie aléatoire qu'on a vu à la deuxième séance, mu valait 1 moins Tc sur T. C'est exactement la même formule. Et ça, c'était, en particulier, ce calcul pouvait se faire directement, sans utiliser les répliques, en réalisant que les énergies qui comptent le plus, elles vont être données par un processus de Poisson avec une loi exponentielle. Donc ça donnait ça. Alors si vous faites pour le mapping aléatoire, ben vous trouvez que le YP, il n'est pas exactement donné par ça. Il vaut... Attendez que je ne me trompe pas. Il vaut... Oui, pardon. Il vaut gamma de P, gamma de 3,5 sur gamma de P plus 1,5. Donc, bon, ça ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Mais en fait, donc ça c'est le mapping aléatoire. Mais en fait, il y a quelque chose qui généralise un peu ce qui se passe pour les verres de spin et le mapping aléatoire, qui s'appelle les distributions de Poisson-Dirichlet. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais je vais juste écrire la formule. Poisson-Dirichlet, au lieu de dépendre d'un seul paramètre, elle va dépendre de deux paramètres. Donc ça va être la façon dont une masse, unité par exemple, se répartit en des masses W alpha, et on va définir, comme précédemment, donc imaginons par exemple, je prends cette craie, je la fais tomber, il va y avoir des morceaux, W alpha ça va être la masse du morceau alpha, et je peux m'intéresser à calculer ou à déterminer cette chose. Donc ça c'est Poisson-Dirichlet, et vous voyez que Poisson-Dirichlet dépend de deux paramètres, n et mu. Si vous faites n
tend vers 0, comme on fait dans les verres de spin, la méthode des répliques, vous tombez sur la formule des verres de spin qui est là. Si vous faites mu tend vers 0, n tend vers moins 1,5, donc ça serait un problème avec un nombre de répliques égal à moins 1,5, vous tombez là-dessus. Bon. Donc en fait, c'est des cas particuliers de systèmes. Alors bon, donc ça c'est ce résultat pour ce mapping aléatoire. Est-ce que pour les modèles de Kaufmann, est-ce que ça rentre dans le cadre de cette expression quand k n'est pas très grand? Je ne sais pas, et à mon avis, c'est un problème qui n'est pas inintéressant à regarder. Bon, donc là, voilà, ce cours, donc cette année se termine maintenant. Je me suis rendu compte en le préparant que, en fait, j'ai laissé sur le côté beaucoup d'autres sujets qui sont intéressants, en particulier les questions de vieillissement dont je n'ai pas parlé, les problèmes d'optimisation aussi dont j'ai assez peu parlé, bien qu'ils ressemblent beaucoup à ce qu'on a vu la dernière fois sur le perceptron, par exemple. Le perceptron, c'est vraiment un exemple de problème d'optimisation, et beaucoup des propriétés du perceptron se retrouvent dans ces problèmes d'optimisation. Je n'ai pas parlé non plus des vrais verres, mais bon, donc j'ai essayé de parler à la fois de choses que j'avais l'impression de comprendre et qui me paraissaient aussi intéressantes. Je vous remercie. Donc oui, alors juste, j'ajoute que si vous êtes intéressé par des interactions aléatoires pour des problèmes d'écologie, ben, il y a le Guy Bunat qui vient du Technion, qui est venu spécialement pour ça, qui va parler tout à l'heure. Donc Guy, ben, il est professeur au Technion, il a fait ses études à Jérusalem, il a fait, je crois, un postdoc à MIT aux États-Unis, et donc maintenant il est au Technion comme professeur. Donc, je vous encourage beaucoup à venir l'écouter. Moi, j'ai trouvé, quand on a eu des discussions il y a quelques années avec lui, j'avais trouvé ce qu'il faisait très intéressant. Donc, je vous encourage à le suivre.